Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans ce webinaire dans lequel nous allons voir les 7 leviers du développement en franchise. Mon nom est Armel Lamincy, votre humble serviteur aujourd'hui. Et voilà, nous allons donc tout au long de ce séminaire voir quels sont les 7 leviers pour réussir le développement de votre concept en franchise. Nous allons également voir quels sont pour chacun de ces leviers la façon dont vous pouvez vous y prendre pour en tirer parti. Nous verrons également quel est le process de travail qui permet d'actionner chaque levier de façon extrêmement opérationnelle et très concrète. Et enfin, nous verrons quels résultats ont obtenu d'autres entrepreneurs de différents secteurs qui ont exploité ce levier. Donc, ce sera des témoignages. Alors, tout d'abord, Franc Profit, c'est qui? Donc le fondateur c'est Armel Lamincy, donc votre humble serviteur aujourd'hui. De formation, j'ai une formation générale d'école de commerce comme beaucoup d'autres. Ensuite j'ai fait 2 spécialisations, dont une en entrepreneuriat à l'IAE de Clermont-Ferrand et une autre en management de réseau de franchise, donc à l'université de Haute-Alsace, qui est en partenariat avec la Fédération française de la franchise, donc sur cette formation. Ensuite, en termes d'expérience, j'ai eu le privilège, l'incroyable privilège d'avoir une expérience des 2 côtés de la barrière, c'est-à-dire à la fois du côté franchiseur, parce que j'ai avec la fondation, la création de Franc Profit, mais également où nous avons essentiellement 4 métiers, une partie structuration, développement de réseau, une activité de formation, une activité de recherche d'emplacement, une activité de recherche de financement pour pouvoir donc implémenter les projets des franchiseurs que nous accompagnons. Par ailleurs, je suis également franchisé à titre personnel. Je suis donc dirigeant d'une entreprise franchisée dans le domaine du service à la personne. Alors, quelques dossiers. J'ai eu l'incroyable privilège d'intervenir sur un certain nombre de dossiers tout au long de ma carrière, que ce soit dans les secteurs du service, de la distribution, de l'alimentaire. C'est vraiment extrêmement varié et c'est ça qui nous permet d'avoir la vue large et profonde qu'on peut avoir sur le marché lorsqu'on regarde un concept aujourd'hui. Alors très concrètement, quels sont maintenant donc les 7 leviers du développement en franchise? Alors le premier, c'est d'avoir un concept attractif. De toute notre expérience, nous nous sommes rendus compte que le concept est vraiment la base de la puissance d'un développement en franchise, la base du succès d'un véritable développement en franchise. Et nous allons revenir dessus, nous allons voir comment nous pouvons vous aider à optimiser et à maximiser les bénéfices que vous pouvez tirer du savoir-faire que vous avez construit toutes ces années pendant que vous mettiez en place vos unités pilotes. Le deuxième levier, eh bien, c'est celui qui concerne les tarifs, les conditions financières, les paramètres financiers auxquels vous allez proposer votre franchise. C'est extrêmement important aussi bien pour pouvoir avoir le bon équilibre entre la demande des candidats et les différentes offres ainsi que celles de vos concurrents, mais également pour la pérennité de votre unité en tant que franchiseur. Le troisième levier, eh bien, c'est celui de vos supports de vente. Eh bien, ici, c'est extrêmement important. Je vois dans le monde de la franchise des gens qui demandent des droits d'entrée de 10, 15, 20, 30, 40 000 euros avec une documentation qui est absolument, prêtez-moi l'expression, à chier. Et c'est totalement inacceptable et c'est la raison. Et de notre expérience, c'est un véritable levier, n'est-ce pas, de stimulation du développement de réseaux de franchise. Le quatrième levier, eh bien, c'est de disposer d'une équipe rodée. Ici, il faut absolument avoir des gens d'expérience sous la main parce que c'est une vente extrêmement complexe. On demande à des gens de mettre tout l'argent qu'ils ont et d'emprunter ce qu'ils n'ont pas pour le mettre dans un projet. Ils font rarement des opérations aussi risquées et aussi impliquantes dans leur vie. Il faut avoir des équipes rodées qui sont capables de faire le travail. Le cinquième pilier, c'est celui des process, parce que une équipe rodée sans process, eh bien, vous courez dans le sac, comme on dit chez moi. Je suis d'origine camerounaise, donc il faut savoir que une équipe rodée sans process efficace, eh bien on ne va nulle part, on ne produit, les résultats sont très sous-optimum, on rate beaucoup d'opportunités de qualité, c'est vraiment totalement raté. Alors le sixième pilier, c'est de disposer des outils performants, parce que c'est là-dessus que vous allez vous appuyer pour véritablement développer votre réseau. Et le septième pilier, c'est le pack juridique qui est indispensable pour pouvoir pérenniser le succès que vous allez construire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est donc de rentrer dans le détail, par exemple, du premier point, du concept attractif. Concrètement,
comment rendre votre concept attractif? Eh bien, l'objectif de l'optimisation du concept, il est triple. Le premier, c'est auditer et maximiser la puissance de l'ensemble des éléments de votre concept. Nous allons voir tout à l'heure quelles sont les différentes composantes donc d'un concept, et le véritable premier objectif que vous devez garder en tête à ce niveau, et en tout cas c'est de la façon dont nous intervenons, c'est chacun de nos clients, c'est auditer et maximiser la puissance de l'ensemble des éléments du concept. Donc ensuite, le deuxième élément, consiste à déterminer et augmenter le potentiel de duplicabilité de votre concept. Ce que j'entends par là, c'est la chose suivante, c'est que lorsque, supposons par exemple que votre concept ce soit un restaurant, vous avez passé du temps à développer ce savoir-faire qui permet de savoir gérer une unité de restauration, vous pouvez par la suite, il devient par la suite extrêmement facile de pouvoir déployer le concept par exemple sur plusieurs formats. Vous pouvez le déployer sur une unité plus petite, sur une unité plus grosse, sur une unité de taille moyenne. Vous pouvez également le déployer sur des emplacements différents. Vous pouvez le déployer en centre-ville, en centre commercial, en périphérie de ville, sur des axes pénétrants. Vous pouvez également le déployer, il faut également rendre votre concept duplicable. C'est un des objectifs qui doit être accompli à cette étape du travail, qui consiste en fait à s'assurer que votre savoir-faire est facilement transmissible, facile à mettre en œuvre par quelqu'un qui n'a pas vos compétences ou tout l'historique que vous avez dans ce métier, d'une part, et d'autre part, que votre concept puisse avoir ce qu'on appelle des leviers de contrôle. Je vais revenir sur cette notion tout à l'heure, mais c'est ce que vous allez devoir mettre en place pour ne pas vous faire piquer votre concept par d'éventuels candidats à votre franchise ou d'éventuels franchisés de votre réseau. Ensuite, le troisième objectif consiste à mettre en place les leviers de contrôle. Donc c'est bien ce dont je vous parlais à l'instant, donc pour pouvoir protéger et pérenniser votre succès. Alors, concrètement, quels sont les sujets étudiés? Qu'est-ce que vous devez décortiquer dans un concept lorsque vous faites l'analyse et l'optimisation du concept? En tout cas, c'est les sujets que nous étudions lorsque nous intervenons chez un de nos clients. Eh bien, le premier, c'est le positionnement stratégique. C'est-à-dire, qui êtes-vous concrètement, et comment est-ce que le client vous différencie des autres? Qui êtes-vous et comment est-ce que le candidat franchisé vous différencie des autres? Qui êtes-vous et comment est-ce que vos partenaires vous différencient des autres intervenants? C'est à cette question fondamentale que vous devez répondre au niveau du positionnement stratégique. Ensuite, vous devez répondre à toutes les autres questions qui sont relatives aux autres éléments de votre concept, c'est-à-dire votre offre, vos process, etc. Et toutes les autres réponses doivent être extrêmement cohérentes avec votre positionnement stratégique. Ces autres éléments, c'est quoi? C'est premièrement le marketing et la vente. C'est là où vous trouvez votre offre, c'est là où vous trouvez la façon dont vous communiquez, c'est là où vous trouvez la façon dont vous vendez, c'est là où vous trouvez tous les process qui vous permettent concrètement de pouvoir faire savoir, de pouvoir atteindre le client, de pouvoir mettre votre produit dans les mains du client. Ensuite, le troisième sujet qu'il faut étudier, eh bien, c'est la gestion, c'est tout ce qui concerne la gestion et les contrats, c'est-à-dire tout ce qui concerne les finances et le juridique. Donc là également, est-ce que c'est des éléments qui sont sensibles dans votre concept? Est-ce que c'est des éléments pour lesquels vous devez, pour lesquels il y a un véritable savoir-faire? Donc là également, s'il y a un savoir-faire à ce niveau, eh bien, c'est à cette étape du travail que vous devez formaliser, que vous devez modéliser, que vous devez rendre facilement duplicable, facilement franchisable votre concept. Le troisième élément porte sur les process et les opérations de votre concept. Concrètement ici, il s'agit de tout ce que vous devez mettre en œuvre pour s'assurer que vous construisez la satisfaction client, que vous délivrez la promesse de votre marque, que vous assurez que vous êtes au rendez-vous où vous attend votre client. Ensuite, et enfin, donc, le dernier élément que vous allez étudier, que vous devez optimiser, que vous devez maximiser, concerne tout ce qui a trait à vos équipes, à votre personnel, tout ce qui concerne les ressources humaines et le management. Est-ce que vous avez des techniques, des stratégies, des politiques spécifiques pour pouvoir recruter, pour pouvoir rémunérer, pour pouvoir motiver, pour pouvoir fidéliser vos équipes? Parce que les équipes, c'est véritablement ceux qui font tourner l'entreprise, et si vous n'avez pas de véritable politique à ce niveau, alors que vous avez des équipes, eh bien, vous avez du travail à faire à ce niveau-là. En tout cas, ça fait partie évidemment des éléments que nous passons au peigne fin lorsque nous intervenons sur un concept. Ensuite,
Donc voilà, là je vous propose donc de participer, donc de répondre à cette question. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui votre concept vous semble être prêt à franchiser à plus de 30%, à plus de 50% ou à plus de 80%? Voilà. Est-ce que être prêt à franchiser, ça veut dire être formalisé, être facilement duplicable, que vous avez serré tous les boulons que vous avez déjà identifiés, parce que souvent c'est vous qui êtes les premiers à identifier là où les éléments, là où les choses ne vont pas bien. Donc voilà, c'est à vous de répondre maintenant. Plus que quelques secondes pour voter. Voilà. Et puis bon bah je vais afficher les résultats. Bah écoutez, en général, et bah oui, donc on a plutôt une forte proportion de gens qui estiment que leur concept est prêt à franchiser à plus de 50%, ce qui est plutôt un élément extrêmement positif. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous donc maintenant le commentaire de ce franchiseur, donc Comptoir d'El, Frédéric Imbert, qui a lancé un concept et que nous avons accompagné, qui s'appelle Comptoir d'El, et qui a voulu aller rapidement, et donc qui a fait appel à nos services, et qui manifestement a donc particulièrement valorisé cette partie donc de l'accompagnement qui portait sur l'analyse du concept, parce que c'est un concept qu'on a déployé alors qu'il avait une seule unité, et aujourd'hui, après 2-3 ans d'exploitation, ils sont quasiment à après une trentaine de franchisés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument surveiller les éléments de votre concept et les formaliser, les mettre à jour en permanence. Ça, c'est extrêmement important, parce que vous allez certainement enrichir votre concept au quotidien. Et ce qu'il faut, c'est surtout, chaque fois que vous rajoutez une nouvelle brique à l'édifice, c'est de s'assurer que vous le formalisez, c'est d'assurer que vous l'optimisez et que vous le rendez facilement duplicable. Deuxième chose, réfléchissez toujours en termes donc de potentiel de duplicabilité, aussi bien en ce qui concerne le savoir-faire que les différents formats possibles et que les différents emplacements. En d'autres termes, chaque fois que vous faites évoluer votre concept, est-ce que ça va convenir si je développe un nouveau format? Est-ce que ça va convenir si je dois me déployer sur un nouvel emplacement? Parce que pour beaucoup de concepts, notamment ceux qui ont besoin d'avoir une exposition pignon sur rue, la véritable rareté, ce n'est pas véritablement les concepts, mais c'est bien les emplacements. Donc faites attention à bien garder ça en tête et à ne pas rentrer dans des spécificités qui pourraient brider votre développement si vous devez vous lancer dans un développement en franchise. Troisième élément, vous devez absolument réfléchir en termes de levier de contrôle à chaque innovation ou à chaque évolution de votre concept. Concrètement, vous posez la question: demain, si je dois mettre ce concept à disposition de franchisés, comment est-ce que je peux m'organiser pour que mes franchisés aient toujours besoin de moi? Parce que, croyez-moi, même si vous êtes extrêmement gentil avec vos franchisés, et quel que soit ce que vous avez prévu dans le contrat, si à un moment les franchisés ont l'impression qu'ils peuvent partir de votre réseau, eh bien ils trouveront tout de suite que les royalties que vous leur demandez sont sensiblement élevées, et trouveront un moyen de s'échapper. Mais si vous avez su mettre en place des leviers de contrôle, en tout cas c'est un des éléments auxquels nous faisons particulièrement attention lorsque nous intervenons, mettre en place des leviers de contrôle dans un concept, eh bien, vous êtes protégé de fait par votre système. Voilà. Merci en tout cas de votre attention sur cette première partie donc de notre webinaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc de passer à la définition des paramètres financiers. Donc c'est ce qu'on a appelé le deuxième levier, donc fixer, définir des tarifs optimum. Ici, l'objectif de cette partie, lorsque vous traitez ce sujet, ou en tout cas lorsque nous intervenons, le premier, c'est d'identifier toutes les poches de chiffre d'affaires auxquelles le franchiseur peut prétendre. Le deuxième objectif, c'est de construire les business models à la fois du franchiseur mais également du franchisé pour les différents formats de concept, parce que c'est important et c'est ce qui va nous permettre en réalité de pouvoir réaliser la troisième étape, qui permet de déterminer des véritables paramètres financiers qui sont optimum pour un succès pérenne et réciproque. C'est-à-dire que si on n'a pas déterminé en amont les modèles économiques des différents formats de concept, on est tout à fait incapable de déterminer des paramètres financiers optimum pour toutes les parties. Et c'est là-dessus que ça soit véritablement la pérennité du système, parce que c'est signer les premiers, deuxième, troisième franchisés, ça va, mais si votre modèle n'est pas financièrement pérenne sur la durée, eh bien vous n'irez nulle part. Alors concrètement, quels sont les sujets qu'on étudie lorsqu'on analyse les paramètres financiers d'un concept? Eh bien, le premier, c'est les droits d'entrée. Ça, c'est la première poche, c'est la poche de recettes classique
du franchiseur. Deuxième paramètre financier qu'il faut fixer, c'est les royalties. C'est également relativement classique. La plupart des franchises proposent des droits d'entrée et des royalties. Ensuite, ce qu'un certain nombre de concepts ont tendance à reléguer au second plan, mais qui, à mon sens, est une véritable erreur, c'est les redevances marketing. Soit on les relègue au second plan, soit ils sont traités de façon vraiment très peu optimale par les concepts. Mais les redevances marketing, c'est un véritable levier parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous construisez, le véritable actif que vous mettez sur place lorsque vous créez un réseau, ce n'est pas seulement, ne regardez pas seulement les droits d'entrée, les royalties ou les produits que vous pourrez vendre par le biais de votre réseau, mais c'est surtout la marque que vous pouvez construire. C'est là que se situe la véritable valeur que vous construisez lorsque vous développez un réseau. Et les redevances marketing, c'est le droit que vous avez de demander aux franchisés de financer la marque qui vous appartient et que vous installez et qui dans 2, 5, 10 ans constituera une véritable référence sur votre marché. Donc les redevances marketing, pour moi, c'est un véritable levier qu'il faut savoir fixer au bon niveau, savoir bien utiliser, savoir bien exploiter dans un réseau pour développer votre marque sans générer, n'est-ce pas, de la frustration ou des tensions au sein de votre réseau. Quatrième paramètre financier qu'il faut déterminer, c'est les redevances logistiques. Notamment si vous êtes dans une logique de produits où vous acheminez une partie des produits, il est tout à fait légitime de pouvoir demander des redevances logistiques. Il faut savoir également les fixer, il faut savoir les déterminer. Il n'est pas proscrit pour vous de faire une marge là-dessus puisque ça représente un véritable travail pour vous et c'est tout à fait votre droit de marger dessus, mais il faut également savoir quelles sont les limites à respecter pour ne pas créer des tensions dans votre réseau dans le long terme et finalement faire tuer la poule aux œufs d'or. Ensuite, le cinquième élément, le cinquième paramètre financier à fixer, c'est les redevances de gestion que vous pouvez également mettre en place en fonction de la typologie de concept que vous développez. Voilà, donc maintenant je vous propose de participer donc à ce quiz. Combien de types de paramètres financiers est-ce que vous pensez pouvoir exploiter au sein de votre réseau? Est-ce que vous pensez pouvoir exploiter un seul paramètre financier? Par exemple, vous dites je ne mets que les droits d'entrée et puis je ne demande pas de royalties. Est-ce que votre concept le permet? Est-ce que et d'ailleurs ça m'étonnerait parce que ça m'étonnerait de voir un réseau qui vit sans royalties, ça me paraît bizarre. Est-ce que vous pouvez vivre avec deux types de paramètres financiers, 3, 4, plus que quelques secondes pour voter. J'affiche les résultats. Alors écoutez, il s'avère que une certaine majorité d'entre vous, les gens sont en tout cas entre 2 et 3 paramètres financiers. En tout cas, ça fait partie des questions qu'il faut se poser, ça fait partie des sujets qu'il faut approfondir parce que c'est extrêmement important. Tenez, là je vais vous parler d'une franchiseuse, on va dire, donc dans le domaine de la distribution. Ça c'était les usines, les chocolats Roland Réauté. Au départ, c'est des industriels qui fabriquent du chocolat en Mayenne et qui distribuaient essentiellement en grande surface et qui ont voulu acquérir un jour la liberté de leur réseau de distribution et ils ont souhaité passer par le biais de la franchise pour pouvoir y parvenir. Donc ils nous ont confié le développement de leur concept en franchise et effectivement c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. La personne que vous voyez là s'appelle donc Brigitte Réauté et voilà, c'est un concept, c'est des gens qu'on a pu accompagner dans leur développement et aujourd'hui 2-3 ans après ils ont quasiment ils ont une quarantaine d'unités, ils sont totalement autonomes, ils ont recruté des équipes de développement en interne et ça se passe vraiment très bien pour eux. Alors ce qu'il faut retenir en tout cas de cette partie sur les paramètres financiers, c'est la première chose, c'est que les poches de chiffre d'affaires ne sont pas que les droits d'entrée et les royalties. Vous avez d'autres poches de chiffre d'affaires sur lesquelles vous pouvez légitimement demander une participation du franchisé. Il faut savoir les fixer, il faut savoir définir les règles qui vous permettent d'argumenter partout en votre position et donc pouvoir légitimer ce que vous allez demander. Ensuite, vous devez absolument mettre donc la notion d'émulation conceptuelle qui vous permet de maximiser votre retour sur investissement sur votre savoir-faire. Ça, il faut également en prendre compte, c'est-à-dire que quand vous avez développé une unité pilote et que vous avez la possibilité de déployer dans différents types d'emplacements sur différents formats, là vous capitalisez véritablement donc financièrement sur le savoir-faire que vous avez développé et ce qu'il faut
toujours garder en tête, c'est que les contrats de franchise sont longs et que des paramètres financiers mal fixés, eh bien, c'est un arrêt, ça signe véritablement l'arrêt de mort du franchiseur. Donc, extrêmement important, ça c'est ici vous jouez avec le feu. Si c'est pas bien fait, vous aurez vraiment du mal à revenir en arrière parce que les contrats sont signés avec les candidats et vous ne pourrez pas changer les paramètres financiers en cours de route. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans ce deuxième levier pour réussir donc son développement en réseau. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur cette partie et que vous avez trouvé vous l'avez trouvé bénéfique. Ce que je vous propose maintenant donc c'est de passer à au troisième levier donc qui consiste à créer des supports de vente qui sont véritablement vendeurs. Et ici donc c'est pourquoi je vous ai mis la petite pensée donc de Steve Jobs qui dit on achète un livre d'abord à sa couverture et le contenu ne vient qu'après. Alors vous allez me dire tout à l'heure si vous partagez cette opinion ou pas, mais en tout cas de notre expérience, ça fait une dizaine d'années que nous sommes dans ce métier de la franchise. Créer une documentation de vente attractive et convaincante est véritablement un levier de succès. Concrètement, quels sont donc les objectifs spécifiques que vous devez poursuivre lorsque vous créez les brochures? Tout d'abord, vous devez expliquer les points forts de votre concept. Ça, c'est clair, c'est indispensable, c'est les basiques de toute méthode de vente. Deuxièmement, vous devez absolument faciliter le travail du candidat qui doit très souvent réexpliquer à ses éventuels associés, que ce soit dans sa famille, que ce soit son conjoint ou banquier, qui doit par la suite, en général, expliquer votre concept. Donc, il faut lui faciliter le travail et avoir cet élément en tête. Troisièmement, il faut absolument correspondre aux questions spécifiques des futurs entrepreneurs franchisés parce que très souvent, on voit des franchiseurs qui définissent une documentation de vente mais qui ne se mettent pas assez à la place du franchisé, qui ne répondent pas aux questions du franchisé et qui présentent des chiffres, des valeurs, des informations qui ne correspondent pas du tout à la réalité du franchisé et c'est une grosse perte de puissance d'arguments de vente lorsque vous procédez de cette façon. Enfin, vous devez absolument sécuriser les partenaires potentiels, les banquiers, les conseillers, les experts comptables qui sont également des personnes à qui le franchisé présentera certainement la documentation de vente que vous allez lui transmettre. Donc, c'est vraiment important de garder ces 4 objectifs en tête lorsque vous définissez la documentation de vente d'un concept. En tout cas, ce sont ces éléments-là qui drivent notre façon de construire les outils qui vont nous permettre par la suite de commercialiser un concept et qui sont de notre point de vue extrêmement important et qui impacte de façon extrêmement importante les résultats qu'on pourra en obtenir. Donc concrètement, quels sont les usages qui peuvent être faits des brochures? Les brochures vont être utilisées avec les médias, c'est-à-dire que vous allez devoir en envoyer aux journalistes, vous allez devoir également en utilisant un rich media, c'est-à-dire des vidéos, aujourd'hui internet, tout le monde a le haut débit, la vidéo c'est quelque chose que vous devez absolument utiliser dans votre mix brochure marketing. Oui, ils vont être également utilisés pour présenter votre concept à vos candidats et ils vont être également utilisés par vos candidats pour représenter votre concept à leurs associés, à leurs familles, à leurs partenaires, à leurs conseils, à leurs banquiers, etc., etc. Donc, il faut garder toute cette réalité en tête lorsque vous construisez des brochures. Chaque fois que vous écrivez quelque chose, chaque fois que vous mettez un argument sur le papier, vous posez la question, est-ce que cet argument est véritablement cohérent avec les différentes cibles, avec les différentes conditions d'utilisation, ou est-ce que j'ai intérêt à faire une version une seconde ou une troisième version de mon document pour pouvoir le rendre beaucoup plus pertinent dans tel ou dans tel cadre. Mais notre recommandation, c'est d'utiliser le même document, la même déclinaison et de s'assurer que tout le commentaire, tous les arguments peuvent adresser toutes les cibles de façon pertinente. Les argumentaires maintenant, en ce qui concerne les argumentaires, l'objectif des documents de vente à créer, c'est premièrement, les argumentaires doivent absolument... Alors, la différence entre argumentaire et brochure, c'est que les brochures, c'est en général une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, c'est très rapide. Les argumentaires, c'est là où vous rentrez vraiment dans le dur de l'argumentation de votre concept. Donc, le premier objectif, c'est que ça doit absolument créer la confiance et le sentiment de professionnalisme pour vos partenaires. C'est-à-dire que chaque fois qu'un quelqu'un a un argumentaire entre les mains, il doit se dire effectivement, j'ai affaire à une enseigne, j'ai affaire à quelque chose de structuré, de solide, de costaud. Une fois de plus, souvenez-vous, les gens achètent toujours un livre grâce à couverture, le contenu ne vient qu'après. Deuxième objectif, souligner la puissance et l'unicité de votre concept. Extrêmement important parce que c'est ce qui vous permet en fait de vous différencier de vos autres concurrents. Ça, c'est vraiment un basique de la vente. Troisième élément,
structurer correctement le processus de vente de votre enseigne. C'est-à-dire qu'en fonction du processus de vente de votre enseigne, il faut définir les argumentaires qui vous permettent d'être cohérent avec les étapes que vont devoir traverser vos différents partenaires. Est-ce que vous parlez d'abord du concept avant de rentrer dans les chiffres, avant de rentrer dans le contrat? Est-ce que vous attaquez tout de suite le contrat avant de parler des chiffres? Enfin, en fonction de votre méthodologie et de vos process de vente, et moi je vous recommande toujours de définir absolument process de vente, et on va le voir par la suite. Vous devez absolument structurer les documents de vente de votre concept. Quatrième objectif, argumenter les assertions financières. Ce qui est important dans un argumentaire de concept, ce ne sont pas les affirmations que vous allez y faire, c'est la crédibilité de ces affirmations. Donc si vous ne les argumentez pas, eh bien sachez que ce que vous écrivez, vous vous discréditez à la limite avec les chiffres que vous allez publier. Ensuite, ça doit permettre, l'objectif est de véritablement de sélectionner les candidats. C'est-à-dire que les argumentaires vont aussi vous permettre de savoir si un candidat, en fonction de la façon dont réagit un candidat, vous pourrez savoir s'il est dans la cible ou si au contraire, vous ne devez pas perdre de temps avec lui. Concrètement, la structure des argumentaires, c'est quoi? D'un côté, vous allez avoir ce qu'en tout cas nous vous recommandons et la façon dont nous construisons ces argumentaires. Vous allez avoir d'un côté le concept, et nous appelons en général ça d'ailleurs le document de présentation synthétique du concept. Donc ça c'est une partie de votre argumentaire, et nous vous recommandons de faire un autre argumentaire qui traite essentiellement des aspects financiers, parce que c'est deux questions différentes, c'est deux sujets distincts. Maintenant, il y a des techniques pour pouvoir intégrer une partie du financier, répondre à une partie des questions financières dans la partie concept, sans toutefois dévoiler certaines informations qui sont privées à votre concept, des informations financières qui sont spécifiques à votre modèle économique, et qui pourraient divulguer des informations utiles à vos concurrents. Donc voilà, il y a des façons de travailler pour présenter les aspects financiers et pour faire cohabiter donc les deux éléments, à la fois concept et financier, de façon à maximiser en fait le taux de conversion que vous pourrez avoir auprès des candidats franchisés. Alors justement, maintenant, je vais vous demander de me dire, est-ce que vous partagez la logique selon laquelle, est-ce que vous partagez cette pensée donc de Steve Jobs, fondateur d'Apple, donc paix à son âme, qui disait on achète un livre d'abord à sa couverture et le contenu ne vient qu'après. Donc est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord? Vous avez quelques secondes pour voter, donc c'est extrêmement facile. Pour moi, je suis totalement convaincu qu'on achète un livre véritablement d'abord à sa couverture. Pour moi, c'est absolument vrai, et ça se vérifie vraiment tous les jours. Et d'ailleurs, c'est tout ce que vous voyez, je pense que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on achète, même si on n'est pas forcément soi-même très sensible à ces choses-là, même de façon inconsciente, je pense que ça agit. Alors je vais afficher les résultats. Il y a une majorité de gens manifestement qui pensent comme moi, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors je vais vous parler donc de cette jeune femme, Coralie Chemin, qui était responsable de projet chez les ménagers seuls. Et c'est quelqu'un que nous avons accompagné. Il faut savoir que Déménager Seul c'est une société qui est issue d'un grand groupe, donc ils avaient des moyens, mais ils n'avaient pas véritablement, et en tout cas ils ont ressenti le besoin de se faire accompagner pour pouvoir développer leur concept Déménager Seul, qu'ils ont créé il y a maintenant, je dirais, ça doit faire 4 ou 5 ans, ou peut-être un peu plus en franchise. Et donc c'est quelqu'un pour qui on a fait donc tout le travail, notamment donc tout ce qui concernait ces aspects sur la documentation de vente. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument toujours savoir se mettre à la place du candidat franchisé pour formuler les arguments de son point de vue. Il faut également se souvenir que le candidat devra souvent vendre son projet à son entourage, et donc construire, articuler, organiser, structurer, présenter les informations en conséquence. Et troisième chose, il faut toujours garder en tête que la documentation que vous allez lui transmettre sera également transmise aux banquiers, aux conseils, aux experts comptables, etc., etc. Donc vous aurez véritablement besoin également de pouvoir parler à ces spécialistes et à ces personnes qui vont parfois demander des informations un peu plus pointues. Donc merci donc de votre attention donc jusqu'à sur toute cette partie qui concerne donc les aspects documentation de vente, qui est un véritable levier dans le processus de vente.
Et maintenant, donc, je vais vous proposer de traiter la partie, le quatrième levier qui concerne donc le fait de disposer d'une équipe qui est rodée au service de votre développement, de mettre véritablement une équipe solide, entraînée au service de votre développement, parce qu'une fois de plus, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous allez vous vendez quelque chose, vous allez vendre votre concept relativement cher, quel que soit le niveau auquel vous placez votre droit d'entrée, ce sera toujours cher. Donc c'est important d'avoir des gens derrière qui sont capables de convertir un maximum de prospects en candidats de votre réseau. Donc l'objectif de l'équipe à mettre en place, c'est de chercher l'excellence par la segmentation des tâches. C'est-à-dire que quand vous définissez l'équipe que vous allez mettre en place, il est important de rechercher toujours à faire en sorte que les gens puissent avoir, parce que le processus de vente est relativement long, complexe, il y a différentes tâches et il faut mettre en place des postes où des gens sont capables de faire en fait les mêmes tâches dans le processus de vente et ensuite passer la main à d'autres personnes tout au long du processus de vente, parce que vous allez devoir convaincre le candidat, vous allez devoir d'abord présélectionner les candidats, vous allez devoir ensuite les convaincre sur le concept, puis les convaincre sur les chiffres, les convaincre sur le contrat. Ne serait-ce que sur cette partie, je n'ai pas encore parlé de l'emplacement, ne serait-ce que sur cette partie, c'est déjà trois spécificités différentes. Le concept, déjà présélection, convaincre sur le concept, convaincre sur les chiffres, convaincre sur le contrat, convaincre éventuellement sur l'emplacement. C'est des métiers différents et c'est des spécificités différentes. C'est à chaque fois un véritable travail d'argumentation d'experts et je vous encourage à chercher à segmenter ces tâches et à mettre en place vos équipes de cette façon. Par ailleurs, le candidat, ça vous permet de valoriser votre enseigne parce que le candidat voit bien qu'à chaque fois, il a affaire à un spécialiste qui maîtrise le sujet, qu'il traite, qui maîtrise la partie de la problématique qu'il est en train de traiter, la partie financière. Votre interlocuteur doit pouvoir tenir la discussion avec un expert comptable, la partie juridique doit pouvoir tenir la discussion avec un avocat, etc., etc. Et la partie préqualification, il faut vous débrouiller pour que cette personne-là ne se fatigue pas parce que c'est des centaines et des centaines d'appels à passer, beaucoup de messageries, beaucoup de relances à faire. Donc là-dessus, et là vous pouvez pas, si vous ne segmentez pas, eh bien vous allez demander à quelqu'un d'extrêmement qualifié de faire du boulot de préqualification, d'extrêmement sophistiqué, d'extrêmement compétent de faire du boulot de préqualification qui est vraiment de l'abattage, qui demande beaucoup d'endurance et qui ne demande pas du tout les mêmes compétences ou les mêmes attitudes que la personne qui est dans une position d'argumentation sur des niveaux plus élevés, plus complexes, plus sophistiqués. Deuxième objectif que vous devez garder en tête, valider la cohérence du discours de chaque acteur. C'est-à-dire que tout au long de votre chaîne, il faut s'assurer que les gens disent la même chose, qu'ils savent exactement ce qui a été dit avant et qu'ils sont cohérents dans leur discours. Troisième objectif, c'est absolument savoir former vos éléments ou en tout cas mettre en place une équipe où les gens savent passer le relais au bon moment pendant les négociations. Donc, chez nous, par exemple, lorsque nous intervenons, nous avons l'équipe dédiée qui est dédiée à chaque enseigne, où il y a un pôle marketing et préqualification qui s'occupe de mettre en permanence l'enseigne en avant sur les différents médias, de publier en permanence des communiqués de presse pour que l'enseigne gagne en visibilité, pour que l'enseigne soit toujours exposée au devant des prospects, des candidats franchisés. Nous avons un pôle démonstration vente où ici il faut convaincre le candidat sur les aspects concept, il faut convaincre les candidats sur les aspects marché, il faut convaincre le candidat sur le fait que le concept auquel il postule lui convient et qu'il est totalement adapté à la zone de chalandise, évidemment quand c'est le cas. Quand c'est pas le cas, il faut savoir le réorienter vers d'autres zones ou en tout cas le réorienter vers autre chose, mais global. Mais il y a un pôle qui se concentre sur la partie concept. Ensuite, il y a un pôle qui traite tous les aspects financiers, juridiques, emplacement, et toute cette équipe donc est dédiée à toutes les enseignes que nous accompagnons. Ensuite donc au niveau de la segmentation des tâches, sur la partie donc marketing et préqualification, nous avons ce qu'on appelle des chargés de dossier. Sur la partie démonstration vente, nous avons des consultants enseignes, et puis sur la partie experts juridiques, financiers, emplacement, nous avons donc des experts spécifiques sur chacune des spécificités ou des experts qui cumulent
deux ou trois compétences, mais qui sont véritablement sur cette partie qui est véritablement une partie de pointe. Donc les chargés de dossier, leur métier, donc c'est faire le marketing de génération de candidats, tout le traitement administratif, toute la préqualification. Et d'ailleurs, là-dessus, nous l'avons basé à l'étranger pour pouvoir continuer à faire le travail à des coûts et à des conditions financières intéressantes pour nos clients. Les consultants enseignent quant à eux, ils s'occupent de la qualification finale, la démonstration et la vente de l'enseigne, les présentations aux franchiseurs, les négociations de contrats. Ils sont basés donc en France métropolitaine et sur nos bureaux. Et les experts juridiques, financiers en placement qui eux font les négociations financières juridiques avancées avec les comptables et les avocats, les recherches d'emplacement, les recherches de financement pour s'assurer que le projet soit conclu et soit véritablement implémenté après la signature. Je vais vous proposer donc de répondre donc à ce quiz qui consiste donc à savoir, est-ce que vous pensez que la partie commerciale du recrutement peut être sous-traitée, la partie commerciale du recrutement de vos candidats, est-ce que vous pensez véritablement qu'elle puisse être sous-traitée dans votre réseau? Certains vont se dire oui, c'est possible, oui, c'est tout à fait indispensable parce que ça fait gagner du temps. D'autres pensent qu'ils peuvent tout faire. Et puis pour des troisièmes, c'est peut-être une éventualité à étudier. Plus que quelques secondes pour voter, et donc je vais afficher les résultats. Là on a une majorité de gens qui a priori ont compris que ça gagne du temps, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Et là je vais vous parler donc de Gilles Payon, qui est en fait un franchiseur qui a créé un concept qui s'appelle Pégast, qui est un concept de restauration nomade et que nous avons accompagné également sur le lancement de son concept. C'était un concept vraiment très sympa et c'est un des franchiseurs qui a trouvé intelligent ou en tout cas qui a trouvé pertinent l'organisation du métier du recrutement dont je vous parlais tout à l'heure, parce que il voit le volume de candidatures. C'est un concept très chouette qui plaît beaucoup. Il voit le volume de candidatures et sachant qu'on le fait sur un système CRM qui permet aux franchiseurs de se connecter à chaque moment et de savoir où on en est avec chaque candidat, effectivement il a trouvé extrêmement pertinent qu'on puisse segmenter de cette façon et qu'on puisse de cette façon donc l'aider à partir de un point de vente qu'il avait sur la région parisienne à un réseau où il a trouvé 4 franchisés sur les 12 premiers mois d'activité, et le tout avec une équipe franchiseur extrêmement légère qui se résume en fin de compte à son frère qui exploite également la seule unité maintenant ils ont 2 unités sur Paris en propre, et puis lui qui s'occupe de cette activité probablement à tiers-temps, à quart-temps ou tiers-temps au maximum. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la segmentation du travail a démontré son succès. C'est ce qui s'appelle le taylorisme. C'est ce qui permet aujourd'hui qu'on puisse avoir ce qu'on appelle des biens de consommation. C'est ce qui permet qu'on puisse fabriquer des voitures, parce que il n'y a pas un ingénieur qui s'occupe de fabriquer toute la voiture, mais il y a des gens qui s'occupent de fabriquer des boulons, ceux qui s'occupent de fabriquer les portières, etc., etc. Appliquez-la à tous les segments de votre entreprise, et ça, ce n'est pas qu'une question de franchise. Deuxième chose, assurez-vous que tous les membres de votre équipe parlent toujours le même langage. Et puis, troisième élément à retenir absolument et à tout prix, c'est que il faut absolument sensibiliser chaque élément de la chaîne à sa zone de compétence, de façon à ce qu'il sache à quel moment il doit transmettre le relais, et qu'il sache se concentrer et être efficace sur son périmètre. Voilà, donc voilà ce qu'il faut à mon sens retenir, comprendre, savoir, maîtriser sur cette partie l'équipe rodée qui doit être mise en place pour votre développement. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a apporté des éclairages sur des perspectives à mettre en œuvre, ou en tout cas à vérifier lorsque vous envisagez de développer votre réseau, et que ça crée de la valeur, ça créera de la valeur pour vous dans cette perspective. Je vous en remercie. Maintenant, je vous propose de passer donc au cinquième pilier, qui est donc la mise en place de process éprouvés pour pouvoir maximiser, n'est-ce pas, le taux de conversion que vous allez obtenir des candidatures que vous allez générer sur les différents médias. Les objectifs du pack de process qui doit être créé ou adapté à votre enseigne est le suivant. Premièrement, vous devez absolument mettre en œuvre des procédures complètes pour que le développeur puisse être professionnel et signer des contrats. Que ce soit internalisé ou externalisé, il faut mettre en œuvre des process, et ça c'est doublement important. Vous allez le voir tout à l'heure. Je vais revenir dessus, mais
Parce que si vous n'avez pas de process, vous ne pouvez pas mesurer les résultats. Si vous ne pouvez pas mesurer les résultats, vous ne pouvez pas capitaliser sur les bonnes pratiques pour pouvoir maximiser ces résultats. Enfin, le troisième objectif sur ce type de process, c'est que, en tout cas, nous, lorsque nous intervenons, c'est de pouvoir capitaliser sur des scripts et des procédures que nous avons testées et éprouvées sur plus de 120 candidats tous les mois. Ceci représente, là, on est en train de parler concrètement de plus de 1500 candidats chaque année et que nous passons et pour lesquels nous passons le temps et nous dépassons des ressources pour pouvoir en tirer le maximum de franchisés à la sortie. Donc, si vous mettez en place des process, vous pouvez de cette façon capitaliser sur des choses que vous testez, que vous validez, que vous améliorez en permanence. Les étapes qui sont modélisées dans les process et qui permettent de maximiser les suivantes sont au nombre de 5. Elles sont les suivantes. La première étape, c'est l'étape de génération des candidatures, c'est-à-dire concrètement comment vous faites pour pouvoir obtenir un maximum de candidatures de gens qui lèvent la main et qui postulent à votre enseigne. Deuxième étape, ça concerne la captation des candidats, c'est-à-dire que concrètement, une fois que les gens repèrent votre enseigne, qui disent comment est-ce que vous faites pour les mettre dans votre base de données, pour les mettre dans votre système de suivi, pour les mettre dans votre machine à convertir les candidats en franchisés. Ensuite, la troisième étape, c'est la qualification. C'est-à-dire que lorsque vous recevez tous ces candidats, comment est-ce que sur quels critères vous vous basez pour dire celui-là convient ou celui-là ne convient pas. Ensuite, le quatrième critère, c'est la négociation. C'est-à-dire une fois que vous avez qualifié, que vous avez avancé avec lui, là vous allez rentrer dans une négociation, que ce soit sur le fait de le convaincre que le concept est bon et compatible et qu'il lui est compatible, que ce soit sur le fait de convaincre sur les chiffres, sur le contrat, vous rentrez en négociation. Et enfin, vous allez arriver à la cinquième étape, donc qui est l'étape de signature où le candidat va donc choisir le réseau et rentrer là-dedans. Donc ces étapes sont modélisées et pour chacune de ces étapes, il y a des process extrêmement précis qui permettent de valider et de ne pas se tromper sur les profils qu'on a en face de soi, qui permettent de lui donner à chaque fois toutes les informations nécessaires et qui permettent également de sécuriser le franchiseur dans sa démarche de développement. Pourquoi? Parce que 90% des litiges en franchise portent sur la période précontractuelle. Donc si vous ne savez pas, vous ne définissez pas clairement tout ce qui doit être transmis au candidat à chacune des étapes, c'est également un risque que auquel vous vous exposez à ce niveau. Et là, le contenu du pack donc de fiches et de procédures contient donc tous les process de présélection, il contient tous les process de validation d'intérêt, toutes les procédures de relance, toutes les procédures d'organisation de rendez-vous, ainsi que toutes les procédures relatives à la manipulation des documents juridiques, donc les mises à jour, toutes ces choses-là, les transmissions, les signatures électroniques, le cas échéant, toutes ces choses donc sont également consigné de façon à ce que chaque acteur qui intervient dans la chaîne de recrutement ait une maîtrise absolue de ce qu'il doit faire et que à chaque moment le franchiseur sache exactement ce qu'il doit faire, ce qui aurait dû être fait, ce qui a été fait, est-ce que les choses se passent de façon fiable, etc., etc. Donc là vous avez par exemple un exemple de fiche de procédure où on a après certains appels, donc on passe à certaines étapes, etc., etc. Et cette fiche de procédure peut être également déployée de façon plus développée, et en réalité il y a une version encore plus développée qui prend en compte les scénarios où on a une réponse négative à une étape donnée, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment est-ce que les choses se passent, voilà, c'est des exemples de procédures que nous utilisons nous-mêmes au quotidien pour recruter les franchisés. Alors maintenant, je vais vous poser la question suivante: est-ce qu'il vaut mieux selon vous un travailleur moyennement talentueux avec une méthode et de la régularité, ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux un travailleur talentueux sans méthode ni régularité? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec cette affirmation? Donc est-ce qu'il vaut mieux travailler un travailleur moyen avec de la méthode et de la régularité plutôt qu'un travailleur talentueux sans méthode ni régularité? Eh bien écoutez, personnellement, et je vais afficher les résultats, personnellement, une majorité de gens, je pense, partage l'opinion selon laquelle il vaut mieux quelqu'un de moyennement talentueux mais de très rigoureux et de vraiment régulier, plutôt que quelqu'un qui est talentueux mais qui n'en fait véritablement qu'à sa tête. Je ne sais pas si vous avez eu déjà ce type de cas de figure dans votre entreprise, mais c'est véritablement un élément auquel il faut être attentif. Alors là, je vais vous parler d'un franchiseur qui a
qui nous a confié justement son développement et qui a véritablement apprécié cette partie organisation, processisation du développement. Il s'appelle Christophe Falens. Il a créé un concept que je trouve absolument charmant qui s'appelle Zen et Bien. Et donc Zen et Bien à l'entreprise, c'est un concept donc de conciergerie d'entreprise qui se développe à une vitesse vraiment très très intéressante. Alors il y a des concepts comme ça qui ne payent pas de mine, mais où il y a véritablement une demande et pour qui l'organisation, les process, etc., c'était quelque chose d'extrêmement positif, ou en tout cas sur laquelle, auquel il a attribué une certaine solidité. Et c'est vrai que lorsque vous avez des process, vos candidats, pour nous, nos clients le sentent, et bien les candidats franchisés de nos enseignes le sentent également et comprennent d'autant plus que l'enseigne est structurée et ils y trouveront la sécurité, ou en tout cas la forme de sécurité qu'ils cherchent en adhérant à un réseau. Ce qu'il faut retenir donc dans cette partie, c'est qu'à partir du moment où deux personnes travaillent sur le même projet, il faut absolument créer des procédures. Deuxièmement, il faut toujours surveiller vos procédures qui vous permettent d'améliorer vos résultats et de façon itérative et continue. Et surtout, ne pas oublier que un imbécile, l'imbécile fait les mêmes erreurs, l'intelligent apprend des erreurs de ses erreurs passées et le sage apprend des erreurs des autres. Donc dans quelle catégorie est-ce que vous êtes? Eh bien ça, c'est vous qui tranchez. En tout cas, nous arrivons à la fin de cette partie donc qui traite de la mise en place des procédures, des process. J'espère qu'elle vous a apporté des éclairages également sur ce qu'il faut faire lorsqu'on souhaite véritablement se développer en franchise et que de ce point de vue vous avez pu en tout cas déjà au moins dans la vision, dans votre vision des choses en tirer bénéfice. Donc je vous en remercie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer donc à la partie qui traite des outils innovants et performants que vous devez absolument mettre en place si vous souhaitez vraiment accélérer votre développement, parce qu'aujourd'hui, il faut bien savoir que les choses avancent très vite. Il y a beaucoup d'outils qui existent sur le marché. Malheureusement, en ce qui concerne les développements des réseaux, il n'y en a pas tant que ça. Mais en tout cas, ne pas s'appuyer sur des outils, c'est comme si vous essayiez de faire un Paris-Marseille à cheval, alors qu'aujourd'hui, il existe un TGV qui peut vous le faire en 3 heures, quoi. Donc, les deux objectifs majeurs ici, le premier, c'est gagner du temps. C'est-à-dire qu'un bon set d'outils doit vous permettre de gagner du temps et de gagner en productivité. Et le deuxième objectif, c'est qu'un bon set d'outils doit absolument vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui détermine véritablement le résultat de tous les efforts que vous aurez mis en place en amont. Alors concrètement, en termes d'outils, qu'est-ce qui existe? Nous avons créé un logiciel qui s'appelle Franchise Facile. Ce n'est pas pour faire de l'autopromotion que je vous en parle ici, mais même si ça en fait indirectement, mais c'est vraiment parce que nous avons l'absolue conviction que c'est une véritable révolution dans le développement des franchises. Pourquoi est-ce que nous en sommes ainsi, que nous en sommes autant convaincus? Eh bien simplement parce que à partir de la centralisation des contacts, Franchise Facile assure toute la boucle du recrutement, c'est-à-dire qu'il va s'occuper également de la recherche d'emplacement pour les contacts, il va s'occuper de l'exposition média, il va également traiter la gestion de vos différents formats de concept. Je ne sais pas si vous connaissez le concept d'émulation conceptuelle, si si vous vous souvenez que je vous en ai parlé. Donc il va également donc gérer les différents formats de concept et donc permettre au même candidat de lui proposer tous les formats qui sont susceptibles de lui convenir. Et puis il va également donc générer ce qu'on appelle des packs prêts à entreprendre où véritablement il couple un concept, un candidat, un emplacement, ce qui est véritablement ce après quoi les candidats courent aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les concepts qui ont pignon sur rue, les concepts qui ont besoin d'avoir un bon emplacement, les candidats franchisés ont définitivement compris que ce qui est important, ce n'est pas véritablement d'avoir le bon concept, mais c'est de trouver le bon emplacement. Et Franchise Facile vous aide à trouver le bon emplacement pour le candidat véritablement en 3 clics. Donc à ce sujet, voici par exemple un exemple de fiche contact et en fait c'est un logiciel qui permet donc de booster la productivité du développeur parce qu'on peut, comme je vous disais tantôt,
trouver un emplacement, chercher un emplacement vraiment en quelques clics. On peut également trouver instantanément, en fait, même avant de lancer une recherche d'emplacement spécifique, le logiciel fait une pige des emplacements sur les annonces de immobilier et commerce qui sont sur le marché, et peut vous donner en temps réel, donc sur cette partie, la partie basse de la fiche du candidat, c'est des emplacements qui sont compatibles. Il permet également donc de gérer les formats de concept et de les coupler automatiquement avec le candidat. Donc là, on a couplé uniquement les emplacements compatibles avec les formats de concept compatibles avec ce candidat sur sa fiche, et donc d'opportunités, donc c'est d'identifier ces opportunités, donc qu'on appelle donc les packs prêts à entreprendre. Pour vous aujourd'hui, maintenant, ce que je vais savoir, ça va être très révélateur, c'est vous, combien de logiciels autres que la suite Office, que ce soit Microsoft ou OpenOffice, est-ce que vous utilisez dans votre entreprise. Ça permet de savoir concrètement, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a une aversion effectivement à l'utilisation d'outils modernes, ou quelqu'un qui est réfractaire à ces outils-là. En tout cas, ce que je vous recommande, et je vais donc c'est véritablement, ah bah, manifestement, les gens ne se mouillent pas trop, hein, que les gens sont utilisent entre un et deux logiciels en plus. Donc c'est ce qui est plutôt une bonne chose, parce que effectivement les nouveaux outils sont indispensables pour vous aider à accélérer votre développement, à être proactif dans votre démarche commerciale. Alors là, je vais vous parler justement d'un franchisé qui s'appelle Tom Wallis. Il a créé un concept qui s'appelle Alto Café. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un concept qui est passé pas mal à la télé, parce que c'est en fait une espèce de café ambulant, de café en mobilité. Il arrive à le faire tourner même sur un vélo avec des batteries. C'est quelqu'un d'extrêmement ingénieux, et donc il a mis au point ce concept, et ce qu'il appréciait le plus chez Franprofit, c'était notre capacité justement à mettre en place des outils innovants qui permettent d'accélérer le développement. Donc c'est quelqu'un qui est tout aussi, si ce n'est plus innovant d'ailleurs, parce que avec son concept aujourd'hui, il peut vous faire du café dans des files d'attente de spectacles. Il peut vous faire des cafés de façon ambulante dans des halls d'aéroports, etc. Et c'est quelqu'un qu'on a également beaucoup de plaisir à accompagner dans son développement. Donc ce qu'il faut retenir en tout cas, en ce qui concerne les outils, c'est que votre temps est précieux, et que c'est votre temps qui est une véritable denrée rare. C'est pas l'argent en fait, c'est le temps qui est la véritable denrée rare. Parce que regardez, la seconde à laquelle j'ai commencé cette phrase n'est plus et ne reviendra plus jamais. Par contre, si j'avais perdu de l'argent, je pourrais toujours en retrouver et en refaire le double. Mais le temps est une véritable denrée rare. Donc véritablement, essayez de ne pas en perdre, ou d'en perdre le minimum possible, et d'automatiser tout ce que vous pouvez. Deuxième chose, montrez à vos candidats que vous êtes proactif, que vous êtes dynamique. Cela importe beaucoup dans leurs décisions, parce que tenez-vous bien, ils vont demander de la documentation pour un concept de franchise, pour plusieurs franchises, et si ils ont un franchiseur qui leur propose des emplacements et que les autres franchiseurs ne leur en proposent pas, eh bien je vous laisse deviner comment il fera son choix, le candidat franchisé. Troisième chose à retenir, c'est que vous devez absolument faire tout ce qui est possible pour traiter la rareté de votre candidat, et plus vous traitez la rareté, c'est-à-dire que si vous êtes un concept exposé à la nécessité d'un emplacement, la rareté c'est l'emplacement, c'est pas le concept, plus vous allez pouvoir signer de contrats. Maintenant, si la rareté dans votre concept, ce n'est pas l'emplacement, mais c'est par exemple je sais pas, les contrats, bah tenez, je vais vous prendre un exemple. Tout à l'heure on a ou je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas un de nos clients s'appelle Zen et Bien. C'est un concept de conciergerie d'entreprise, c'est-à-dire qu'il permet en fait aux salariés, au lieu d'aller au pressing avant de courir au bureau ou d'aller faire leur contrôle technique et d'arriver au bureau en retard, il leur permet de faire en sorte que toutes leurs courses et toutes leurs petites courses personnelles puissent être faites sur place. Eh bien, la rareté dans ce concept, ce n'est pas de proposer un emplacement à leur candidat. La rareté dans ce concept, c'est de proposer au candidat, par exemple, de pouvoir bénéficier de ses relations avec des entreprises grands comptes avec qui il est sous contrat à Paris, de façon à ce que l'entrepreneur qui ouvre une unité à l'enseigne Zen et Bien à Nantes ou à Marseille ou à Strasbourg
puisse bénéficier de contrats ou de facilité à négocier un contrat avec l'unité, avec l'établissement local du grand compte avec lequel le franchiseur est déjà sous contrat sur Paris. Donc voilà comment on a traité la rareté dans ce concept-là et pour pouvoir booster, n'est-ce pas, le développement de cette enseigne. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, nous arrivons au terme donc de cette partie sur comment concrètement comment mettre en place des outils innovants et des outils performants pour pouvoir booster votre développement. J'espère que ça a ouvert un petit peu votre horizon sur le monde des possibles en ce qui concerne donc les outils que vous pouvez mettre en place et que de cette façon donc ça a pu pour vous créer de la valeur. Merci de votre attention. Et ce que je vous propose donc c'est de parler maintenant donc cher franchiseur de la partie juridique, donc le pacte juridique qui est le septième pilier, le septième levier qui est indispensable pour maximiser votre succès. Une partie du succès d'une enseigne comme Subway, qui est aujourd'hui l'enseigne qui dispose du plus grand nombre d'unités en termes de restauration, c'est plus de 34 000 restaurants dans le monde, réside dans son système contractuel. Lorsque nous accompagnons nos clients, eh bien nous essayons d'en faire autant. Concrètement, quel est l'objectif de l'audit et ou la construction du pacte juridique? Premièrement, il s'agit de définir les rapports avec les futurs partenaires. C'est ça l'objectif, le premier objectif du pacte juridique que nous mettons en place. Deuxièmement, il faut limiter, il s'agit pour nous de limiter les engagements de nos clients à ce qui est véritablement nécessaire et indispensable pour assurer la réussite de leurs partenaires. Ensuite, il s'agit également de limiter les engagements de nos clients à ce qui est raisonnablement tenable. Parce qu'il ne faut pas non plus faire de l'excès de zèle, parce que nous savons très bien derrière que tenir un contrat, c'est des engagements, c'est des responsabilités, c'est aussi des coûts et qu'il faut donc les limiter à ce qui est raisonnablement tenable. Le quatrième, c'est établir des bases également pour la pérennité du réseau. Et le cinquième objectif, c'est donc rester conforme aux lois et règlements en vigueur dans le commerce associé, ce qui est extrêmement important parce que c'est la première chose qui est validée, la première chose qui est regardée si jamais il y a un conflit. Donc le contenu du pacte juridique, donc c'est le contrat, c'est le DIP qu'on appelle le document d'information précontractuelle, c'est le contrat de réservation de zone qui est également un document à caractère juridique qui permet, lorsque vous avez un franchisé qui est intéressé par certaines zones de chalandise mais qui ne peut ou ne doit pas signer de contrat, de pouvoir néanmoins sécuriser cette zone pour le candidat mais également pour vous. Donc ça, c'est ça le contrat de réservation de zone qui est différent du contrat de franchise. Et donc les clauses de confidentialité qui sont un élément extrêmement important parce que c'est elles qui vont vous permettre de protéger votre concept de candidats qui sont indélicats, qui viennent se passer pour des candidats mais qui en réalité essayent de récupérer des éléments de votre concept pour aller créer votre concurrence. En tout cas, ce système contractuel pour nous, c'est véritablement le minimum que nous mettons en place pour tous les franchiseurs que nous accompagnons, et nous vous exhortons véritablement à vous assurer que vous disposez de ces outils pour sécuriser votre développement. Justement, à ce sujet, je vais vous demander, est-ce que vous pensez que l'avocat d'affaires, votre avocat d'affaires habituel, peut faire des contrats de franchise? Est-ce que pour vous, oui, c'est normal, ou alors est-ce que vous pensez que c'est véritablement, il y a véritablement une question de spécialisation? Parce que c'est également le cas pour nous. Nous travaillons en partenariat avec des avocats spécialistes de la franchise qui sont donc capables de construire des documents pertinents, parce que c'est des gens qui surveillent la jurisprudence en permanence et donc qui sont capables de produire des documents juridiques, un système contractuel qui est à jour, qui est conforme avec la réglementation en vigueur. Donc plus que quelques secondes pour voter, donc je vais afficher les résultats. Eh bien, c'est bien, manifestement, une majorité de gens sont sages et donc savent reconnaître la nécessité d'avoir affaire à un spécialiste. Et pour ceux qui pensent, si jamais vous faites partie de ceux qui pensent que l'avocat d'affaires habituel peut faire l'affaire, eh bien, je vous dis, soyez prudents, interrogez d'autres personnes parce que c'est probablement pas le bon choix. Donc, justement, à ce sujet, nous avons accompagné, une des enseignes que nous avons accompagnées s'appelle Flux de Bar. C'est un concept qu'on a importé des États-Unis, donc ils sont basés à New York, à Manhattan, et
et dans un autre quartier de New York qui m'échappe, dont le nom m'échappe tout de suite. En tout cas, c'est un franchiseur qui a eu un candidat qui souhaitait, ou en tout cas qui disait vouloir s'installer sur la région de Deauville, et il s'est aperçu par la suite qu'il avait copié la quasi-totalité de son concept pour s'installer à Deauville. Et bien, lorsqu'il fallait comparaître, compte tenu du fait que nous avons un système qui assure une traçabilité extrêmement fiable de tous les échanges, de tous les documents, de toutes les signatures, de toutes les dates, etc., on était capable, plus de 2 ou 3 ans après avoir discuté avec ce candidat, on était capable de sortir toutes les pièces à conviction qui ont permis au franchiseur de protéger son concept. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important de disposer des outils juridiques qu'il faut pour pouvoir véritablement protéger votre concept, et puis également sécuriser les candidats. Ça ne sert pas simplement à pouvoir sortir les pièces à conviction le moment venu, ça sert également à sécuriser vos candidats et à établir ce qu'ils et à faire le nécessaire pour sécuriser tous les partenaires. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que il faut toujours agir en pensant au long terme. Les contrats sont sur une durée longue, donc construire les contrats en conséquence, qu'ils puissent évoluer. Il faut également toujours vérifier que vos engagements contractuels correspondent aux ressources de vos paramètres financiers et que vous allez pouvoir tenir la route avec ces engagements-là. Et puis la troisième chose, c'est que le franchisé n'est pas un client mais un partenaire. Le contrat s'utilise toujours en dernier recours et que la relation humaine devra nécessairement primer sur la relation contractuelle que vous aurez avec votre candidat. Donc merci de votre attention, merci pour le temps que vous avez consacré donc à regarder cette partie, en tout cas sur le levier juridique, et j'espère que ça vous a éclairci, ça vous a ouvert les idées, mais de toute façon, il faut avoir affaire à des spécialistes dans ce domaine et que vous l'avez compris. Voilà. Maintenant, ce que je souhaite partager avec vous, c'est certainement une question que vous vous posez, c'est concrètement combien est-ce que tout ça, ça coûte, combien est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça coûte la franchise et qu'est-ce que ça peut potentiellement rapporter. Tout d'abord, qu'est-ce que ça coûte? La synthèse du processus de préparation stratégique. Quand on veut accompagner une enseigne, voilà quelles sont les étapes. On a d'abord un séminaire stratégique. Deuxième étape, on travaille sur la maximisation du concept, puis la maximisation des ressources, et puis la mise en place du rétro-planning opérationnel et financier, où on met en place également tous les autres leviers que nous avons vus ici aujourd'hui. Donc il faut savoir que tout ça, ça fait un certain nombre de jours de travail avec un tarif de 2200 € la journée, qui est le tarif du cabinet. Donc nous nous retrouvons en général pas moins de 24 000 pour pouvoir démarrer une mission. Et d'ailleurs, si vous avez l'opportunité de regarder sur le site des Échos pour vous renseigner, pour obtenir ce numéro du 30 janvier 2011, vous allez voir qu'ils font un article où ils expliquent que la première année, avec le budget de communication, de recrutement de franchisés, etc., il faut prévoir un budget de l'ordre de 80 000 € la première année. Et c'est ce que ça coûte véritablement pour se lancer en franchise. En revanche, justement, à ce sujet, ça m'intéresse de savoir, vous, quel est votre budget global pour vous lancer en franchise? Est-ce que vous êtes plutôt en dessous des 10? Est-ce que vous êtes entre 10 et 25, entre 25 et 50, ou au-delà des 50? Donc, quelques secondes pour voter. Et là, j'avais affiché les résultats. Donc, a priori, une majorité des gens semblent se trouver plutôt dans une tranche entre 10 et 25, ou entre 25 et 50, c'est bien. Mais à mon avis, en tout cas, ça va être adapté peut-être à l'offre à laquelle nous avons imaginé. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça rapporte concrètement la franchise? Exemple, 5 franchisés en année 1. Qu'est-ce que ça va vous rapporter? Si votre droit d'entrée est à 20 000 €, ça va vous faire 100 000 € en droit d'entrée. Ensuite, en royalties, X% de votre chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires actuel de votre pilote, multiplié par les 5 franchisés que vous avez trouvés. Si vous avez un chiffre d'affaires de 300 000 €, comme c'est la moyenne de beaucoup de concepts en franchise, à 4%, ça va être 60 000 € par an par franchisé, c'est-à-dire x 5 franchisés, vous allez vous retrouver
donc avec un chiffre d'affaires de 300 000 euros en royalties sur toute la durée du contrat. Donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que quel serait pour vous, de votre opinion, le nombre de franchisés que vous pourriez trouver la première année? Vous pensez que si vous en faites un, c'est top, ou est-ce que vous pensez être à 10 ou plus? Eh bien, la majorité des gens, si j'affiche les résultats, a priori, se pensent être entre 2 et 5, ce qui me paraît être quelque chose de tout à fait raisonnable également. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? J'ai envie de partager avec vous sur ce sujet pour lorsqu'on veut devenir entrepreneur, et ça va être extrêmement important pour pouvoir décider si vous voulez ou pas véritablement faire le grand saut pour la franchise. La première étape en général, c'est d'apprendre le métier en étant employé. On commence par être employé quelque part. Ensuite, on est indépendant, c'est-à-dire qu'on travaille pour son compte, ou en tout cas c'est la prochaine étape, la prochaine marche dans le métier de l'entrepreneuriat. Puis ensuite, on est manager, c'est-à-dire qu'on gère des équipes qui font le travail. Puis on est propriétaire d'une entreprise, c'est-à-dire que on gère des managers, c'est-à-dire des gens qui gèrent des entreprises. Et puis ensuite, on va être investisseur, où on gère des actifs très clairement. Et on va être enfin entrepreneur, où véritablement on va être sur des projets de très grosses dimensions, de très haut vol. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à l'étape de manager, on construit des revenus. Mais à partir de l'étape de propriétaire, on commence à construire un patrimoine. Et c'est ça la véritable question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que vous souhaitez vous situer dans cette échelle. Est-ce que aujourd'hui, aujourd'hui, où est-ce que vous êtes plutôt entrepreneur ou investisseur aujourd'hui, aujourd'hui où vous participez à ce webinaire? Est-ce que vous êtes plutôt propriétaire? Est-ce que vous êtes plutôt manager? Est-ce que vous êtes plutôt indépendant, plutôt salarié? Donc vraiment quelques secondes pour voter, parce que le temps commence à être très court, et nous souhaitons véritablement avancer rapidement. Eh bien, j'affiche les résultats. Il y a une majorité de gens qui sont plutôt des managers, ce qui veut dire que il va falloir maintenant travailler pour pouvoir passer à l'étape supérieure, et c'est très bien. Alors, Mezzo di Pasta, ça fait partie également de franchiseurs pour qui on a eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler. C'est quelqu'un qui a créé Emmanuel Gut, c'est le fondateur du concept. Avant, il était salarié, il était employé de banque, puis il a donné sa démission pour donner lieu au concept Mezzo di Pasta, donc où il a été d'abord indépendant, où il gérait son propre restaurant, et ensuite il a mis en place des équipes, il est devenu manager donc pour gérer une équipe de restaurants. Aujourd'hui, il est à la tête d'un réseau de 120 restaurants Mezzo di Pasta, donc il est véritablement il a véritablement su gravir les différentes échelles de l'ascenseur du métier d'entrepreneur. Donc les leçons du jour, qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui de ce webinaire? La première, c'est donc vous avez compris quels sont les 7 leviers pour véritablement réussir le développement de votre concept en franchise. Vous avez également compris pour chacun de ces leviers comment est-ce que vous devez vous organiser pour en tirer parti, quels sont les objectifs à surveiller pour chacun de ces leviers. Vous avez également vu le process de travail qui permet d'actionner chaque levier de façon extrêmement opérationnelle. Concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend, et puis quels sont les résultats qui ont été obtenus par d'autres entrepreneurs comme vous, pour qui que nous avons accompagné, et donc pour qui nous avons mis en place ces leviers concrètement sur différents secteurs, que ce soit la restauration, l'alimentaire, la distribution, etc., les services. Vous avez vu concrètement quels résultats ils ont pu obtenir. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que vous pensez que le développement en franchise est une réalité qui peut être également la vôtre? Alors concrètement, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour vous de monnayer votre savoir-faire? C'est-à-dire que tout ce que vous avez acquis pendant toutes ces années, est-ce que vous pensez que d'autres personnes peuvent payer pour pouvoir l'acquérir? Et c'est ce que vous pensez qui va déterminer la réalité, que cette réalité soit possible pour vous ou pas. Ensuite, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour vous d'ouvrir toutes ces unités à votre enseigne? Emmanuel Gut de Mezzo di Pasta, qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai dit, on l'a vu quand il avait 2 unités, juste après qu'il ait remis sa démission auprès de son poste, dans son précédent poste de banquier. Mais est-ce que, et aujourd'hui à la tête de 120, d'un réseau de 120 unités, ça ne s'est pas fait en un jour, ça fait une dizaine d'années qu'il a consacré pour avoir ce résultat. Mais concrètement, vous aujourd'hui, est-ce que vous pensez que toutes ces unités peuvent être ouvertes à votre enseigne? Est-ce que vous pensez que c'est une réalité?
Troisième question à se poser, est-ce que vous pensez qu'il soit véritablement possible pour vous de créer un revenu récurrent grâce aux royalties et pendant des dizaines et des dizaines d'années à venir? Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous de créer un véritable patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques années? Aujourd'hui, Emmanuel Gut, il a dernièrement fait une levée de fonds et il a cédé, je crois, 20% de son entreprise pour une somme qui ressemblait à 8 millions d'euros. 8 millions d'euros pour 20% de son entreprise. C'est absolument spectaculaire pour quelqu'un qui, il y a encore 10 ans, déposait sa démission pour un poste où il devait gagner, je sais pas moi, entre 2 et 3 000 euros quoi, par mois. Donc voilà où peut amener la franchise. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est possible pour vous? Est-ce que vous pensez concrètement que c'est possible pour vous de travailler moins pour gagner plus comme le disait notre cher chef d'État? Alors concrètement, comment est-ce que nous pouvons vous aider? Eh bien, notre constat, nous nous sommes rendus compte que la franchise représentait un potentiel absolument formidable et que le modèle de tout cabinet de conseil, c'était que en fonction, au fur et à mesure que le nombre de clients augmentait, eh bien, la facturation du cabinet avait tendance à augmenter. Pourquoi? Simplement parce que il y a plus le nombre de clients augmente, plus le cabinet a de la notoriété. Et deuxièmement, plus le nombre de clients augmente, plus les consultants ont moins de temps et donc ont tendance à limiter entre guillemets le nombre de clients qu'ils peuvent traiter, à faire le tri par le portefeuille, par la facturation qu'ils peuvent appliquer. Et bien aujourd'hui, ce constat nous a forcé à appliquer à nous-mêmes les principes qui ont démontré leur succès dans le réseau, c'est-à-dire la modélisation et la formalisation de notre savoir-faire. Donc nous avons capturer toute l'essence de notre expertise dans un système complet de formation qui vous permettent d'acquérir véritablement le pourquoi du comment des choses et de maîtriser que les secrets qui font réussir ou échouer à chacune des étapes. Nous avons également intégré des logiciels qui vous permettent de mettre ces formations en pratique et de passer à l'action avec des règles de contrôle qui évitent de se tromper, et une équipe d'experts en franchise accessible en ligne, efficace, réactive pour regarder par-dessus votre épaule et s'assurer que vous optimisez à tout moment tous les leviers qui sont à votre disposition pour maximiser votre succès. Par exemple, c'est avec ce savoir-faire là que nous avons accompagné Pégase Restauration. C'est exactement ce savoir-faire qui a permis de trouver 4 franchisés dans la première année. C'est quelqu'un avec le total le chiffre d'affaires par franchisé est de l'ordre de 162 000 euros en moyenne. Droit d'entrée, tout le package de départ, droit d'entrée 40 000 euros, royalties 5%, donc sur un CA moyen de l'ordre de 350 000 euros. Si on cumule, on prend la moyenne du CA de tous les franchisés sur la première année, donc ça fait plus d'1 million sur toute la durée du contrat. Ça veut dire concrètement un enrichissement patrimonial des frères payants à la date au moment où je vous parle de l'ordre de 490 000 euros. Ça fait à peine un an qu'ils ont démarré leur développement et ils ont déjà 490 000 euros d'enrichissement patrimonial alors qu'au départ ils avaient un seul pilote. C'est exactement le même savoir-faire qui a permis à des enseignes comme Ecolux d'avoir 2 franchisés dans les 4 premiers mois où nous avons commencé à travailler avec eux, avec un CA par franchisé, un total de CA par franchisé qu'ils peuvent sortir de 290 000 euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires qu'Ecolux obtient de chacun de ses franchisés, parce que ça se décompose de la façon suivante: droit d'entrée 45 000 euros, royalties de 7% sur un chiffre d'affaires moyen de 700 000 euros. Ça correspond à 245 000 euros en moyenne. Et donc aujourd'hui, la valeur patrimoniale du fondateur Georges Herrera est de l'ordre de 490 000 euros, plus compte tenu du fait que c'est véritablement une moyenne, et c'est quelqu'un qui avait au départ 2 unités pilotes. C'est le même savoir-faire qui a permis d'accompagner des enseignes comme Fournil des Provinces qui ont trouvé 4 franchisés sur les 20 premiers mois. Là, c'était un petit peu plus long parce que c'est une enseigne sur laquelle il faut beaucoup d'apports. Il faut à partir de 130-150 000 euros d'apport avec un total de chiffre d'affaires par franchisé, et c'est-à-dire le chiffre d'affaires que le franchiseur réalise sur chaque franchisé, c'est de l'ordre de 325 000 euros, où il y a un droit d'entrée, il encaisse 45 000 euros en royalties, il encaisse en moyenne
200, il encaisse en moyenne 5% sur un chiffre d'affaires donc de 800 000 euros par franchisé. La valeur patrimoniale aujourd'hui de Ronan Perez, qui est le fondateur de ce réseau, est de l'ordre de plus d'1 million d'euros, seulement avec 4 franchisés 20 mois après avoir démarré l'opération. Au départ, il avait 2 unités pilotes. Ah non, il avait 8 unités pilotes, donc, et non pas 2 comme j'ai marqué là. Donc là, j'ai fait une petite erreur de frappe. Donc il avait 8 unités pilotes au départ, mais aujourd'hui, donc il s'en sort avec ce chiffre d'affaires là. C'est le même savoir-faire qui a permis à des entreprises comme La Part de Rêve donc de développer 6 franchisés sur les 2 premières années sur un secteur qui est très difficile, qui est la crèche. C'est très difficile d'ouvrir des crèches, mais ils ont pu en avoir 6 dans les 2 premières années, avec un total de chiffre d'affaires par franchise de 320 000 euros que le franchiseur encaisse. Les droits d'entrée et les formations sont de l'ordre de 60 000 euros, des royalties de 6% sur un chiffre d'affaires moyen de 300 000 euros. Donc aujourd'hui, une valeur patrimoniale de Rémi de Mersement de plus d'1 600 000 euros uniquement pour ces 6 franchisés, et uniquement 2 ans après avoir démarré son développement. Au départ, une seule unité pilote. C'est le même savoir-faire qui a permis à des gens comme Roland Réauté donc de développer des enseignes comme Roland Réauté, avec 35 franchisés sur les 3 premières années. Total du chiffre d'affaires que Roland Réauté encaisse sur chacun de ses franchisés, 395 000 euros, c'est-à-dire 40 000 euros de droits d'entrée, 5% de royalties sur un chiffre d'affaires de 700 000 euros en moyenne, donc 245 000 euros de contrat. Aujourd'hui, Brigitte Réauté, valeur patrimoniale créée grâce à la franchise, plus de 9 millions d'euros. C'est exactement le même savoir-faire qu'on va vous transmettre avec 5 pilotes qu'elle avait au départ. Comptoir d'elle, alors ça c'est le cas le plus spectaculaire. C'est quelqu'un qui a pu sortir 25 franchisés, tenez-vous bien, 25 franchisés sur les 3 premières années. C'est les franchisés, on a pu lui signer 25 contrats de franchise sur les 3 premières années, avec un total de chiffre d'affaires que Comptoir d'elle encaisse pour chacun de ses franchisés. Il encaisse, le franchiseur, 150 000 euros par franchisé, et donc parce qu'il a 28 000 euros de droits d'entrée, 5% sur les royalties. Aujourd'hui, sa valeur patrimoniale est de plus de 300 000 euros uniquement 3 ans après avoir démarré son réseau. Et au départ, il avait quelques mois d'exploitation, une seule unité pilote, quelques mois d'exploitation. Aujourd'hui, il a déjà une valeur patrimoniale de plus de 300 000 euros sur ses réseaux, et je ne vous parle pas de la valeur de son enseigne s'il devait la céder. Aujourd'hui, nous avons capturé ce savoir-faire, nous l'avons intégré dans un produit qu'on appelle Frandev Express pour vous permettre de lancer et de réussir votre développement en franchise. Je vous encourage à aller sur cette URL Frandev Express spécial, donc budurl.com/Frandev Express spécial. Allez-y, nous y avons une offre spécifique pour vous qui vous permet d'accéder à tous les outils, à toutes les formations et à tout l'accompagnement dont vous avez besoin pour pouvoir créer votre réseau. Cette offre est spécifique pour vous qui êtes sur ce webinaire, et évidemment ne sera pas valable, n'est valable par aucun autre moyen. Donc merci d'aller tout de suite sur cette URL. Et pour ceux qui agissent uniquement aujourd'hui, vous avez quelques bonus qui sont prêts, disponibles pour vous, et qui vont vous permettre de capitaliser au mieux sur votre savoir-faire pour développer votre réseau. Qu'est-ce que vous avez dans Frandev Express? Vous avez Franchise Launch Pack, vous avez le pack de lancement de votre franchise avec Concept Analyzer qui vous permet qui vous forme en fait. On va vous former à maximiser la duplicabilité de votre concept. Attractive Annonce, on va vous former à rédiger des annonces de séduction de candidats attractives. Vous avez un module qui s'appelle Business Model Analyzer qui vous permet d'analyser votre modèle économique, et un module qui s'appelle Maximonet qui vous permet de calculer de façon optimisée les paramètres financiers et donc de maximiser de cette façon vos résultats. Les bonus que vous avez pour ceux qui peuvent souscrire aujourd'hui, c'est donc Franchise Lead Generator Pack. Donc c'est le pack qui vous permet de générer déjà des premiers contacts pour votre franchise extrêmement rapidement. Donc c'est une formation déjà à la maîtrise des sites franchises et de leur fonctionnement, de leur spécificité. Il y a une variété de sites de mise en relation franchisés sur le marché. Certains sites sont plus adaptés que d'autres. Avant de dépenser votre argent pour faire de la pub sur ces sites, nous allons vous former pour savoir quels sont ceux qui correspondent le plus à la cible que vous pourrez potentiellement
vraiment chercher. Nous allons également vous former à optimiser votre budget communication, donc identifier les sites adaptés, et vous avez le module Auto Publisher. Vous avez un outil qui vous permet de publier automatiquement votre opportunité sur tous les sites de mise en relation, et donc de gagner de cette façon un temps extrêmement précieux. Deuxième bonus, c'est le pack juridique. Allez-y, c'est uniquement pour ceux qui souscrivent sur ce webinaire aujourd'hui, donc sur l'URL que je vous ai communiqué tout à l'heure, budurl/frandevexpress spécial. Donc vous avez ce bonus, ce deuxième bonus qui est le pack juridique, avec un modèle de contrat de franchise qui est prêt à personnaliser, avec des clauses, toutes les clauses qui sont prévues, celles qui concernent la situation préalable à la signature, les engagements de chacun pendant le contrat, ce qui se passe à la fin du contrat, toutes les obligations après le contrat. Le modèle, vous avez un modèle d'information précontractuelle conforme au code de déontologie, un modèle de contrat de réservation de zone, un modèle de clause de confidentialité, et vous avez tout ce pack juridique comme bonus si vous souscrivez aujourd'hui à cette offre donc de FrandevExpress sur l'adresse URL que je vous ai communiqué tout à l'heure. Troisième bonus qui s'adresse à ceux qui agissent aujourd'hui, qui s'agissent sur ce webinaire. Pendant qu'on est encore sur ce webinaire, vous n'avez vraiment plus que quelques minutes pour pouvoir verrouiller votre place et pouvoir donc accéder à tous ces leviers qui vont vous permettre de capitaliser sur votre savoir-faire. Donc c'est le pack emplacement. Concrètement, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet en fait d'accéder à Place Definer, qui vous permet de définir vos paramètres d'emplacement et de connecter chaque paramètre d'emplacement à chaque format de concept. Vous avez Place Manager qui vous permet de traiter vos propositions d'emplacement, parce que dès que vous serez franchiseur, ce que vous ne savez pas encore, c'est que vous recevrez plusieurs sollicitations d'agents immobiliers, et ce module vous permet donc de traiter ces propositions d'emplacement, et donc de pouvoir véritablement ne plus rater aucune opportunité d'emplacement qui vous est proposée, et de pouvoir identifier les bonnes, les mauvaises, et celles que vous ne pouvez pas utiliser, les mettre sur une place de marché où d'autres franchiseurs peuvent vous l'acheter, et donc sur lesquels vous pouvez faire de l'argent. Vous avez un module qui s'appelle PPAE Builder, c'est-à-dire pack prêt à entreprendre, qui construit donc des packs prêts à entreprendre avec vos candidats, vos emplacements et vos formats donc de modèles économiques. Maintenant, nous arrivons à la fin du séminaire. Nous n'avons vraiment plus de temps pour répondre aux questions. Alors juste, il y a quelques questions qui s'affichent dans le chat. Est-ce que oui, alors vous êtes évidemment garanti, satisfait ou remboursé si au bout d'un mois, un mois après que vous avez utilisé toutes les solutions, vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse intégralement tout ce que vous avez dépensé avec nous sans aucun problème, sans vous poser aucune question. Je vois une autre question. Est-ce qu'il est possible de payer par carte bancaire si on n'a pas de compte PayPal? Oui, il est tout à fait possible. Allez sur la page d'achat et vous pourrez tout à fait payer par carte bancaire même si vous n'avez pas de compte PayPal. Je regarde rapidement les autres questions qui ont été postées. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que compte tenu du temps qui est extrêmement court, nous reviendrons vers vous pour les autres questions qui sont techniques, qui portent sur le contenu lui-même du webinaire, et je suis obligé maintenant d'arrêter le webinaire. Par contre, n'oubliez pas le quiz, envoyez-nous le quiz. Sachez que le lot du gagnant, eh bien, c'est un accompagnement personnalisé qui est d'une valeur de 22 000 euros, où nous vous accompagnons pas à pas sur le déploiement de votre concept, un audit personnalisé de votre contrat, un audit personnalisé de votre DIP, une optimisation personnalisée de votre paramètre financier, une assistance personnalisée à votre développement pendant 6 mois. Tout ça, ça vaut 22 000 euros. Donc renvoyez-nous votre quiz et vous ferez peut-être partie vous serez peut-être tiré au sort et vous pourrez peut-être gagner cet accompagnement spécifique. Donc pour une dernière fois, allez, nous allons bientôt clôturer les admissions pour FrandevExpress. Inscrivez-vous aujourd'hui et ce sera un plaisir de vous retrouver dans la partie réservée aux abonnés. Merci de votre attention, très bon succès pour votre projet. Au revoir.